Je vais profiter de la présentation pour montrer une carte qui a été élaborée dans le cadre du projet collectif Mapping Back. Brian et Gérald d'Ottawa ont travaillé fort pour rassembler plusieurs informations cartographiques détenues par le Conseil de la Nation Atikamekw pour faire une carte à plusieurs niveaux d'information. Donc, je vais rapidement présenter cette carte aujourd'hui. On va commencer avec une carte un peu plus épurée, disons. Euh, Juste quelques mots d'introduction, puis après je vais laisser la parole à mon collègue Danny qui va aller un peu plus dans les détails sur certains aspects. La nation Atikamekw est située en Haute-Mauricie. On peut voir les villes ici de Trois-Rivières et de Québec. Donc de Montréal, là, on pourrait figurer que Nitaskinan, le territoire ancestral Atikamekw, est environ à 1 heure de route en voiture de Montréal. Comme on peut voir ici, les lignes qui sont tracées, c'est l'ensemble des lignes, là, le rouge jusqu'au nord d'Obidjouan. Ça fait partie du territoire ancestral revendiqué dans le contexte des négociations territoriales globales chez les Atikamekw. Danny m'a fait part tout à l'heure que cette délimitation-là a été changée déjà depuis. Cette carte, en fait, a été faite en 2014. Puis déjà aujourd'hui, la ligne d'Unitaskinan a été un peu modifiée, précisée en fait, avec les nouvelles informations que les membres de la nation ont collectées. Déjà, ben, en fait, l'objectif de la présentation, c'est justement de parler un peu de la logique un peu biaisée des frontières territoriales, puis de dire que, en fait, c'est des limites qui sont très, on pourrait dire, basées sur des. C'est très difficile de fixer ces limites-là sur des cartes. Puis on peut voir que depuis les années 70, on pourrait reprendre les cartes qui avaient été dessinées dans le cadre des revendications territoriales atikamekw. Puis la limite territoriale de Nitaskinan aurait un peu changé. C'est un aspect que je pense que les gouvernements du Québec et du Canada n'aiment pas du tout, de voir que ces limites-là sont pas fixes. Je crois que justement la politique qui entoure toutes les revendications territoriales globales au Canada repose sur l'idée de rechercher une certaine certitude, euh, autant au niveau des limites territoriales que de tous les systèmes de droits fonciers autochtones qui ont lieu dans le Nitaskinan. Rapidement, je veux juste mentionner aussi que dans le cadre des négociations, c'est souvent ce genre de carte-là que les membres de la table des négociations autochtones vont présenter au gouvernement. Mais il y a énormément d'informations relatives aux savoirs territoriaux et au système foncier autochtone qui sont gardées là, je pourrais dire, pour les membres des communautés qui sont recueillis dans tout ce processus de négociation-là, mais qui sont conservés vraiment à l'interne pour différentes raisons. Donc, premièrement, un des objectifs de réunir tout ce genre d'informations territoriales-là, puis je vais pouvoir en montrer un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment pour transmettre les savoirs territoriaux aux jeunes générations. Puis aussi, dans le cadre de négociations très particulières, que ce soit avec des institutions étatiques ou parapubliques ou même des organisations privées comme les compagnies forestières, de choisir certaines informations qui sont sélectionnées très minutieusement pour faire valoir des droits territoriaux dans des négociations très spécifiques. Donc, il y a vraiment un contrôle de l'information qui est faite, qui est divulguée, on pourrait dire, très parcimonieusement dans des contextes très spécifiques de négociation. Donc, moi, j'ai vraiment compris ça comme une forme de résistance et même d'autonomie de la part des Atikamekw de vraiment conserver le contrôle de ces informations-là, puis d'utiliser vraiment parcimonieusement ces informations-là dans des contextes de négociation. Je vais donner des exemples plus concrets avec la carte.
Bon, ici, c'est une couche d'informations supplémentaires qui a été posée sur la carte. C'est les territoires de chasse familiaux. Donc, les chercheurs et les partenaires autochtones qui travaillent sur ces questions-là savent de quoi je parle. Donc, c'est vraiment, on pourrait dire, une base du système foncier chez les Algonquiens, la grande famille linguistique algonquienne, où il y a des responsabilités territoriales qui sont vraiment attribuées à certaines familles et même on peut décliner à des clans familiaux. Par exemple, si on va voir la communauté de Manawan, on voit un peu les différents clans familiaux dans les petites lignes roses là, ici, qui sont en fait des regroupements de familles. Donc, ça fait partie du système d'organisation et territorial et des droits territoriaux chez les Atikamekw, par exemple. Dans le système foncier Atikamekw, il y a aussi la présence de tous les réseaux, les itinéraires aussi, qui en fait qui sont des lieux qui permettent des lieux de rencontre, donc des sites de rassemblement. Et puis on voit donc les sites de rassemblement sont nommés là, en Eromoin, en langue atikamekw. Et puis tu as les itinéraires aussi, donc qui sont souvent liés à des axes fluviaux, là, avec des rivières, des lacs pour l'été. Puis l'hiver, ben, c'est des sentiers vraiment là, qui sont en forêt avec des sites euh, donc entretenus par les familles. Donc ça, c'est vraiment aussi, ça fait partie du système foncier où la frontière n'a pas vraiment de sens dans la mesure où c'est vraiment là, des relations qui sont liées aux itinéraires et au déplacement des familles à des sites de rencontre. Bon, je vais laisser la carte comme ça parce que je pourrais ajouter beaucoup d'autres informations, dont les informations toponymiques, puis là on voit plus rien sur la carte, ça devient comme trop diffus comme on a vu au départ, là, mais c'est juste pour démontrer la succession de toute la complexité puis la richesse liées au système foncier autochtone, qui sont souvent, c'est des informations qui sont très peu divulguées dans des contextes de négociation, où, comme j'ai mentionné tout à l'heure, sont vraiment sélectionnées pour répondre à des besoins spécifiques dans les négos. Une des raisons pour laquelle ces informations-là ne sont pas ouvertement, je pense, divulguées, je pense que c'est d'abord et avant tout parce que la transmission des savoirs territoriaux accompagne souvent la transmission de droits territoriaux, de responsabilités territoriales. Donc, si on transmet tout l'ensemble des informations au gouvernement ou à d'autres acteurs sociaux de la société civile canadienne ou québécoise, c'est aussi donner un certain pouvoir à ces personnes-là, une certaine autorité territoriale, puis c'est pas ça que les membres de la nation veulent. Ils veulent vraiment garder ça là, pour les membres de la nation et pour les jeunes. Je vais laisser maintenant la parole à Danny, parce que je sais que le temps va vite, qui va présenter un peu son travail au secrétariat au territoire. Merci. Miigwech Benoit. Kwexkinachuk, Kweino, Milatenwa Midgogunut. Um, I'm always very nervous when I speak, but because my first language is Atikamekw, my second language is French, and I will do my best to speak English too. But for this presentation, I will make this presentation in French. Okay.
My first point is about. OK. Ce que Benoît mentionnait, le gouvernement tient aussi à garder confidentielles les négociations à cause du climat d'incertitude que pourrait créer sur les investissements sur le territoire. Parce que les investissements qui sont faits sur le territoire, c'est des taxes que le gouvernement perçoit et c'est aussi une activité économique qui est générée pour l'État. C'est un peu la raison pourquoi que le gouvernement tient vraiment à ce qu'il y ait une confidentialité aussi dans ces négociations. Ce n'est pas seulement de notre côté. OK. Dans le cadre des travaux du secrétariat au territoire, nous avons plusieurs projets que nous travaillons, notamment au niveau des négociations, bien sûr, mais aussi beaucoup au niveau de l'adaptation au changement climatique. Et dans la protection du territoire, comme les aires protégées, d'avoir un aire protégée à Atikamekw. Et ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est la perspective à Atikamekw. Une perspective qui est importante de communiquer. À Atikamekw-Nerizio, sur son territoire, le Nidaskinan, on a une nation, un projet social. OK, c'est écrit en anglais. Ça va être facile à suivre. On a 3 communautés, dont Manoan, Obidjwan et Wamantashi. Il y a une 4e réserve à Atikamekw qui est très peu connue, qui s'appelle Koukache, mais qui est actuellement inhabitée. Mais c'est des terres de réserve qui sont effectivement dans les bases de données. On est environ 8000 à Atikamekw, un peu plus de 8000. La croissance démographique est très forte. Il y a beaucoup de bébés, beaucoup d'enfants à Atikamekw. 98% des Atikamekw parlent couramment l'Atikamekw, l'Inéromonan. Il y en a 5 à 7% qui parlent seulement l'Atikamekw. Les aînés et aussi les tout petits, là, les bébés, parlent seulement l'Atikamekw. Il y a plus d'une centaine de chefs de territoire. C'est ce que mon collègue Benoît expliquait tout à l'heure. C'est notre façon de gouverner, d'occuper le territoire avec des chefs de famille. Et notre observation par rapport à notre interaction qu'on a avec les autres stakeholders, les autres parties prenantes, c'est que la perspective autochtone des Premières Nations, il doit être compris. Il faut qu'on puisse s'organiser de se comprendre. Ici, on avait remarqué un petit lapin blanc. Okay? Ici, là. Mais en réalité, c'est le Canada. Okay? Le monde n'a pas reconnu tout de suite le Canada quand je l'ai présenté à Ottawa. Okay? C'est normal. Il n'y avait pas les lignes, les petites couleurs, ni non plus le sens dans lequel il est disposé habituellement. Il y a des millions de façons de voir le monde. Mais dans le cadre du travail, je vais vous en présenter 2 qui nous permettent, nous, de bien expliquer la perspective que nous avons chez les Premières Nations. La biosphère, la planète, telle qu'il était avant que Nerizio, les Inuits, les êtres humains, avant que les êtres humains y soient, puis tel qu'il est en ce moment, tel qu'il est en réalité. Et il y a la sociosphère, la planète des êtres humains, comme on nous l'apprend à l'école. Mon collègue Benoît le mentionnait, nous avons un malaise à tracer des borders, tracer des frontières. C'est pas facile pour nous de tracer ces frontières en sachant que nos voisins vont être inconfortables avec les frontières. On va peut-être même les affecter à un point tel d'affecter leurs droits en traçant des frontières. Et les frontières qui ne sont pas naturelles sont à la limite le contraire de très intelligents. Okay, je vais être poli. Parce qu'il y en a qui sont assez stupides pour penser qu'on va régler des problèmes en faisant des murs juste ici. Je
pense que tout le monde sait de qui qu'on parle. Et la perspective autochtone, c'est une perspective holistique. C'est une perspective où est-ce que on regarde le monde dans son ensemble. C'est dans notre culture de voir ça comme ça. Et la perspective occidentale de Western culture, c'est une perspective qui est réductionniste. Je m'explique, on va aller dans les détails. Ce qui est dans la perspective des Premières Nations, c'est vraiment le côté holistique. Et quand je dis réductionniste, c'est que chez nous, il y a beaucoup de transmission orale. Tandis que du côté occidental, c'est des transmissions de savoir par écrit. Du côté autochtone, on fait affaire avec des perceptions. Et du côté occidental, c'est les faits qui sont traités. Du côté autochtone, c'est le mouvement que nous traitons et non les résultats. Et c'est une vision du monde systémique versus analytique du côté occidental. C'est essentiellement les deux, la grande différence entre les deux. Et nous avons une certaine maîtrise du complexe en se concentrant sur la perception. Par contre, en se concentrant seulement sur le compliqué, ça exclut les perceptions. Je vais donner un exemple pour bien expliquer ce que je veux dire par là. J'avais demandé à un aîné à Tikamek, il s'appelait Pabou, Antoine Awashish, si on avait une constitution chez les Atikamekw. Le Canada a la loi constitutionnelle canadienne. Puis c'est la loi de base, c'est la loi suprême, et toutes les autres lois et règlements viennent après la loi constitutionnelle. Et je voulais savoir si chez nous, les Atikamekw, on en avait une loi constitutionnelle. Et l'aîné m'avait expliqué que c'est Kinujeshtuan. Ça veut dire la tête du brochet, le poisson. Essaie d'expliquer ça à un constitutionnaliste. C'est pratiquement impossible de lui faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Okay? Dans les composantes de la tête du brochet, on y retrouve tous les composantes de la vie, tant au niveau physique, émotionnel, spirituel. Il y a les petits os, là, il y a les 4 pipes sacrées qui fait référence au niveau du spirituel. Il y a la femme qu'on retrouve, le canot qu'on retrouve, tout ce qu'il faut. Et on peut le démonter pour identifier tous ces petits morceaux-là. Mais c'est impossible de le remonter après. C'est Kjemando qui l'a fait. C'est Kjemando qui l'a assemblé, le grand mystère qui l'a fait. Nous, on n'a pas cette capacité de pouvoir faire cet assemblage-là. C'est déjà tout assemblé. C'est pas facile pour moi d'essayer de l'expliquer en français, parce que si vous parliez tout Atikamekw, ça serait très facile. Hein. C'est ça que je veux dire par expliquer, de traiter les perceptions, le complexe, et de ne pas les exclure. Notre objectif, essentiellement, c'est, sur la base des intérêts communs, de joindre les savoirs qui sont reliés au niveau des savoirs analytiques et sédentaires versus la culture systémique et nomade des Premières Nations. Et d'en faire, en tout cas chez nous, on fait 3 projets là-dessus. Je n'entrerai pas dans les détails parce que ce n'est pas l'objet de la présentation, mais je voulais essentiellement vous montrer ce mot, Waskamadzin. Waskamadzin, en Atikamekw, ça veut dire beaucoup de choses. Okay? C'est l'ensemble, c'est le grand cercle de la vie. Être en vie dans le grand cercle de la vie, c'est ce que ça signifie. Mais des fois, on l'utilise dans le langage courant. Par exemple, mon cousin qui est un Indien malcommode, comme moi des fois, mais lui,
quand il est tannant, quand il est sa boisson ou quand il y a des problèmes, bon, un aîné, mon grand-père va lui dire « What's que m'a dit? » Ça veut dire Wake up, réveille, là. Arrête de, pour qu'il puisse se remettre debout. Mais dans la société, mesurer la conscience des gens comme de quoi que les frontières, les limites, c'est un obstacle parce qu'il y a des débats de juridiction qui se font auprès des politiciens. Ça, c'est de juridiction provinciale, ça, c'est de juridiction fédérale, alors que les changements climatiques, ils s'en foutent des frontières. Ils s'en foutent il n'y a pas de juridiction puis il n'y a pas de frontières concernant les changements climatiques. Un des projets concrets qu'on travaille au secrétariat au territoire, c'est le projet d'une aire protégée à Atikamekw. On a déjà déposé ce projet. Le gouvernement du Québec connaît bien le dossier des Atikamekw sur Mascouche et Marinichaski. Et ils savent maintenant que ce n'est pas un projet qui va être dans les 6 ou dans les 5 critères internationaux des aires protégées. Nous, ce que nous voulons, c'est un aire protégée à Atikamekw qui maintient la pratique des activités culturelles sur le territoire, des pratiques aussi pédagogiques, mais c'est aussi dans une optique où est-ce que la planète a besoin d'avoir des aires protégées comme ça. Sur le territoire d'Atikamekw, si vous pouviez voir à quel point l'industrie forestière enlève tous les puits de carbone, tout ce qui est bon pour l'ensemble de la planète, pour nos voisins. Mais avec des aires protégées, c'est une petite contribution qu'on peut faire, nous, à ce problème global qui est le changement climatique. Nous avons également déposé une demande pour le Fonds de la nature du Canada. On est en attente d'avoir des réponses. Et il y a d'autres familles qui demandent maintenant d'avoir une aire protégée à Atikamekw. Ce monsieur s'appelait César Newashish. Il vivait à Manawan. C'était le doyen de la nation à une certaine époque. C'est aussi un historien qui également était un maître artisan dans la fabrication des canaux d'écorce. C'est un des Atikamekw les plus connus avec le film qui avait été fait, César et son canot d'écorce. L'une de ses citations les plus célèbres se retrouve dans tous les documents que les Atikamekw utilisent, dans toutes les assemblées, pour toujours se remémorer. Parce que César, c'était un aîné quand il nous a parlé. Puis, on sait que les Autochtones, en général, ont été, avec la colonisation, subi beaucoup ont dû vivre beaucoup de souffrances avec le territoire qui était magané, au niveau social, les enfants qui étaient enlevés, et tout ce qui s'est produit ensuite de ça dans les réserves indiennes aussi. Mais tout ça, c'est du négatif, là. Et ce que César nous apprenait dans sa citation, c'est de continuer à rester fier, de continuer d'accepter le fardeau de notre passé tout en refusant d'en être la victime. On accepte ce qui s'est passé, ça ne veut pas dire qu'on oublie, mais on refuse d'être victime de cette situation. Witumao kaga wiskat kibid nomo kidiskino. Namo wiskat yuchi adwanano. Namo wiskat yuchi meshkudirano. Namo yo wiskat yuchi bidosh irakunirano kidiskino. Je suis certain qu'ils ne l'ont pas traduit. Dites-leur que nous n'avons jamais cédé notre territoire, que nous ne l'avons jamais vendu, que nous ne l'avons jamais échangé, de même que nous n'avons jamais statué autrement en ce qui concerne notre territoire. César Newashish, Yigude, Miguel Chekiben Dutyob.